Les années 1970 furent une décennie d'optimisme sans bornes. La technologie était considérée comme la solution à presque tous les problèmes, et les grandes entreprises promettaient un avenir où la vie serait plus confortable, plus rapide et plus moderne que jamais. Les téléviseurs, les ordinateurs et les appareils électroniques faisaient lentement leur entrée dans le quotidien, et beaucoup étaient convaincus que la percée technologique n'était qu'une question de temps. Pourtant, c'est précisément dans cette foi inébranlable au progrès que résidait le plus grand risque. De nombreux produits furent célébrés comme révolutionnaires, présentés lors de salons en Europe et vantés par les médias comme des symboles de l'ère à venir. En réalité, cependant, beaucoup de ces technologies étaient trop chères, trop compliquées ou tout simplement impraticables pour l'usage quotidien. Ce qui commençait comme une vision d'avenir se terminait souvent par la déception et l'oubli. Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil à 10 produits technologiques révolutionnaires des années 1970 qui ont échoué de manière spectaculaire. Des inventions qui étaient en avance sur leur temps, mais qui ont lamentablement échoué sur le marché parce que le monde n'était pas encore prêt pour elles. Certaines d'entre elles ont néanmoins laissé des traces et influencé des développements ultérieurs. D'autres ont presque entièrement disparu de la mémoire collective. Et c'est précisément là que commence notre voyage, avec les grands rêves nés trop tôt. 1. AT&T Picture Phone, le rêve de l'appel vidéo trop précoce. Dès le début des années 1970, les ingénieurs rêvaient de permettre aux gens non seulement de se parler, mais aussi de se voir. C'est précisément cette vision qu'AT&T voulait concrétiser avec le Picture Phone. L'idée semblait révolutionnaire. Les appels téléphoniques devaient net et soudainement avoir un visage. Les conversations paraître plus personnelles et plus modernes que jamais. Pour beaucoup, cela ressemblait à un aperçu direct de l'avenir. Mais la réalité était décevante. Le Picture Phone était extrêmement cher, avec des coûts mensuels que seules les grandes entreprises pouvaient se permettre. De plus, le système nécessitait des lignes spéciales et une installation complexe. Même là où il fonctionnait techniquement, les conversations semblaient souvent peu naturelles. Les caméras étaient placées de manière peu pratique, le contact visuel semblait forcé, et de nombreux utilisateurs trouvaient désagréable d'être observés pendant un appel téléphonique. Même dans l'environnement professionnel, le système ne s'est pas imposé. L'utilité n'était pas proportionnelle au coût, et l'infrastructure n'était tout simplement pas disponible pour une utilisation généralisée. Ce qui avait été annoncé comme une révolution de la communication est resté une curiosité technique. Ironiquement, le Picture Phone a montré l'avenir de la visiophonie, mais il est apparu des décennies trop tôt. Ce n'est que bien des années plus tard, avec un Internet rapide et des technologies abordables, que cette idée allait véritablement s'imposer. 2. Laserdisc, qualité supérieure, mais pas fait pour tout le monde. Lorsque le laserdisc est arrivé sur le marché à la fin des années 1970, il ressemblait au saint Graal du home cinéma. L'image était nettement plus nette que celle de la VHS, le son plus clair, presque digne d'une salle de cinéma. Les fans de technologie en Europe étaient stupéfaits, car en comparaison directe, tout le reste semblait soudainement obsolète. Purement techniquement, le laserdisc était clairement en avance sur son temps. Mais c'est précisément là que le problème a commencé. Les lecteurs étaient extrêmement chers, tout comme les disques eux-mêmes. À cela s'ajoutait un inconvénient majeur. On ne pouvait rien enregistrer. Tandis que la VHS conquérait le quotidien des gens parce qu'on pouvait enregistrer des émissions, le laserdisc restait un pur support de lecture. Les grands disques fragiles étaient encombrants, difficiles à stocker et paraissaient peu adaptés à l'usage quotidien. Ainsi, le laserdisc ne devint jamais un produit de masse, mais un format de niche pour les collectionneurs et les cinéphiles. Il a prouvé de manière impressionnante que la supériorité technique seule ne suffit pas. Le marché a opté pour la solution plus pratique et moins chère, et le laserdisc a lentement sombré dans l'insignifiance. 3. L'audio quadraphonique, le son qui a confondu les gens. Dans les années 1970, les fabricants de musique voulaient en franchir une nouvelle étape majeure. L'audio quadraphonique promettait une expérience d'écoute entièrement nouvelle avec 4 canaux qui devaient plonger l'auditeur au cœur de la musique. L'idée était fascinante. Le son ne devait plus venir seulement de l'avant, mais remplir entièrement l'espace. En Europe en particulier, cette idée a suscité un grand intérêt chez les amateurs de hi-fi.
Mais la mise en œuvre est devenue un cauchemar pour les consommateurs. Il existait plusieurs formats incompatibles entre eux, ce qui rendait souvent les appareils et les disques vinyles inutilisables. Les amplificateurs, haut-parleurs et câbles nécessaires étaient chers, compliqués et prenaient beaucoup de place. Pour de nombreux utilisateurs, même l'installation était un défi, sans parler de l'utilisation correcte. Au final, l'audio quadraphonique était techniquement impressionnant, mais totalement impraticable. La plupart des gens voulaient simplement écouter de la musique, pas l'étudier. Le marché s'en est détourné et le système a disparu. Il est resté comme un exemple édifiant de la façon dont l'innovation échoue lorsqu'elle ignore le quotidien des gens. 4. Sony U-matic, un pionnier dont personne n'avait besoin. En 1971, Sony a présenté U-matic, l'un des tout premiers systèmes de vidéocassette. L'idée était révolutionnaire. Pour la première fois, des films et des émissions de télévision pouvaient être enregistrés et lus sur cassette. À l'époque, cela semblait être un pas de géant vers le divertissement à domicile du futur. Et en Europe aussi, cette technologie a suscité une grande attention. Cependant, pour le consommateur ordinaire, U-matic était tout simplement inadapté. Les appareils étaient de grands, lourds et extrêmement chers, et les cassettes n'offraient qu'un temps d'enregistrement limité. L'entretien et l'utilisation nécessitèrent des connaissances techniques que peu de gens possédaient au quotidien. Bien que le système ait été utilisé dans les écoles et les studios de télévision, il est resté peu attractif pour les ménages privés. Lorsque la VHS et le Betamax sont apparus plus tard, le sort d'U-matic était scellé. Malgré son statut de pionnier, il a été évincé du marché et est resté un chapitre précoce, mais raté de l'histoire de la vidéo. 5. Xerox Alto, l'ordinateur que le monde n'a jamais eu. En 1973, Xerox a présenté l'Alto, un ordinateur en avance de plusieurs décennies sur son temps. Il disposait déjà d'une interface utilisateur graphique, de fenêtres, d'icônes et d'une souris, des concepts qui allaient au plus tard définir le standard des ordinateurs modernes. Techniquement, l'Alto était une petite révolution, même en Europe. Les experts étaient stupéfaits par cette vision du futur. Pourtant, ce chef-d'œuvre n'a jamais atteint le grand public. L'Alto était cher, complexe et utilisé exclusivement dans les laboratoires de recherche et au sein de Xerox. Il n'y avait aucune stratégie sérieuse pour le vendre comme un produit destiné au marché de masse. Pour les utilisateurs ordinaires, cette technologie révolutionnaire est restée invisible. Ainsi, le Xerox Alto n'a pas échoué à cause de sa technique, mais à cause d'une occasion manquée. D'autres entreprises ont repris ces idées et les ont rendues fructueuses, tandis que l'Alto lui-même est presque tombé dans l'oubli, un perdant silencieux malgré une innovation géniale. 6. IBM 5100, portable mais inaccessible. Lorsqu'IBM a présenté l'IBM 5100 en 1975, il semblait être un aperçu de l'avenir du travail. Un ordinateur qui n'avait pas besoin d'être fixe dans une pièce, mais pouvait être déplacé. À l'époque, c'était une idée sensationnelle. Les entreprises et les instituts de recherche en Europe y voyaient un symbole de l'excellence technologique. Mais ce rêve avait un prix élevé. L'IBM 5100 coûtait plus de 20 000 $, pesait plus de 20 kg et était tout sauf convivial. Sa prétendue mobilité est restée théorique, car peu de gens pouvaient se permettre l'appareil ou l'utiliser de manière significative. Pour les utilisateurs privés, il était totalement inimaginable. Ainsi, l'IBM 5100 est resté un projet de prestige plutôt qu'un produit de masse. Il a montré ce qui était techniquement possible, mais a également prouvé que l'innovation sans accessibilité n'a pas d'avenir. 7. Télétexte. L'information sur simple pression d'un bouton que personne ne voulait utiliser. Avec le télétexte, les chaînes de télévision ont tenté dans les années 1970 d'apporter l'information directement sur l'écran du téléviseur. Actualité, météo et données boursières devaient être accessibles sur simple pression d'un bouton. L'idée semblait moderne et promettait de rendre la télévision plus interactive, surtout pour les téléspectateurs en Europe. En pratique, cependant, le télétexte s'est avéré lent et peu clair. Les temps de chargement étaient lents, la navigation laborieuse et le design très axé sur le texte peu engageant. De plus, de nombreux foyers n'avaient besoin de décodeurs spéciaux ou de téléviseurs compatibles, ce qui compliquait encore l'utilisation. Ce qui était conçu comme un progrès numérique a ressemblé à un détour technologique pour de nombreux utilisateurs. Le télétexte est resté un phénomène marginal et a montré que les bonnes idées ont peu de chance sans convivialité. 8. Polaroid PolarVision,
le film trop vite oublié. Dans les années 1970, Polaroid voulait non seulement développer des photos instantanément, mais aussi rendre possible des films en temps réel. Avec Polar Vision, l'entreprise promettait des images animées qui pouvaient être visionnées quelques secondes après l'enregistrement. L'idée a suscité une grande curiosité, car elle s'inscrivait dans le prolongement du succès de la photographie instantanée. Mais le résultat fut décevant. La qualité d'image était mauvaise, le matériel granuleux et sans son. L'appareil photo lui-même était grand, lourd et peu maniable, tandis que le temps d'enregistrement était très limité. Pour le prix élevé, les acheteurs obtenaient un produit qui n'offrait guère de plaisir et peu d'utilité. Polar Vision a rapidement disparu du marché. Il était resté comme un exemple que la notoriété d'une marque seule ne suffit pas si la technologie ne répond pas aux attentes. 9. Montre digitale, à LED, futuriste mais impratique. Lorsque les premières montres numériques à LED sont apparues sur le marché dans les années 1970, elles ressemblaient à des accessoires de films de science-fiction. Des chiffres lumineux au poignet représentaient le progrès, la modernité et la supériorité technologique. En Europe en particulier, elles étaient considérées comme un symbole de statut pour les passionnés de technologie. Cependant, leurs faiblesses sont rapidement apparues au quotidien. Les affichages LED consommaient d'énormes quantités d'énergie, les piles devaient être changées constamment et, à la lumière du jour normal, les chiffres étaient souvent difficiles à lire. À cela s'ajoutait le prix élevé, qui rendait ces montres inabordables pour de nombreuses personnes. L'attrait initial s'est vite estompé. Les montres numériques à LED n'ont pas échoué à cause de leur idée, mais à cause de leur manque de praticité au quotidien. Ce n'est que plus tard que d'autres technologies rendraient le concept réellement utilisable. 10. Montre calculatrice. Trop de technologie dans trop peu d'espace. Au milieu des années 1970, on voulait même amener la calculatrice au poignet. La montre calculatrice, particulièrement connue grâce au modèle coûteux de Pulsar, devait combiner la mesure du temps et le calcul dans un seul appareil. Pour beaucoup, cela sonnait comme un véritable miracle de la technique miniature et le compagnon idéal pour la vie quotidienne moderne. Mais la réalité était décevante. Les minuscules touches rendaient chaque saisie laborieuse. Les calculs simples devenaient un test de patience. À cela s'ajoutait un prix extrêmement élevé, qui rendait la montre inabordable pour la plupart des gens. L'utilité pratique n'était pas proportionnelle à l'effort. Ainsi, la montre calculatrice est restée une tendance éphémère. Techniquement impressionnante, mais mal conçue, elle est rapidement devenue une curiosité et représente encore aujourd'hui l'illusion que plus de fonctions donnent automatiquement un meilleur produit. Les années 1970 furent une période de grands rêves. Jamais auparavant, on n'avait cru si fermement que la technologie changerait fondamentalement la vie. Et en effet, nombre de ces produits étaient brillamment conçus, audacieusement développés et souvent bien en avance sur leur temps. Mais c'est précisément ce qui a causé leur perte. Ils étaient trop chers, trop compliqués ou tout simplement pas ce dont les gens avaient réellement besoin au quotidien. Ces technologies échouées révèlent une vérité importante. Le progrès ne vient pas seulement de l'innovation, mais du bon timing et d'une réelle praticité au quotidien. Beaucoup d'idées des années 1970 ont certes disparu du marché, mais leurs concepts ont perduré et ont servi de base à des succès ultérieurs. Visiophonie, interfaces utilisateurs graphiques, ordinateurs portables ou objets connectés numériques, tout cela est devenu réalité des décennies plus tard. Au final, ces produits nous rappellent que l'échec n'est pas un signe d'insignifiance. Souvent, ce n'est que le prix à payer pour avoir cru trop tôt en l'avenir. Et c'est précisément pourquoi ces échecs technologiques sont aujourd'hui plus fascinants que jamais.